Bonjour. Donc bonjour. On va peut-être commencer par se présenter. On vous remercie d'être resté. Donc, je vous présente Mathias, l'éditeur de La Volte. Oui, et donc je présente Naï, qui s'occupe. Ah oui. Qui fait tout ce que Mathias n'a pas envie de faire. C'est ça, on a notre truc bien réglé, mais c'est quand même le cas. Il faut dire qu'on est deux. Voilà, on est deux avec plein d'amis autour. On a le chic peut-être pour vous embêter sur les questions de rayon, à savoir est-ce que ça se met en rayon SF ou en rayon littérature. Bon, bah, tout ça c'est à vous de voir. Hein. Et donc, pour preuve, les deux derniers sont, pour nous, a priori, en rayon littérature, puisque ça ne parle pas du tout de SF, à savoir Philippe Turval, Tronche, pour lequel on a en ce moment, ça commence maintenant, on n'a jamais fait ça, un très gros programme de promotion. Voilà, c'est amusant, on va voir ce que ça donne. Et puis, ah oui, ça c'est ton chouchou. Ça c'est mon bébé. Oui. Et Sirène debout, Ovide rechanté, qui est une réécriture des métamorphoses d'Ovide du point de vue dominé, qui commence à avoir beaucoup de coups de cœur. Merci à vous, pour le coup. Donc on va vous en présenter un, a priori pour nous, un qui va plutôt en rayon science-fiction et un qui va plutôt dans l'autre rayon. Et nous, donc on va vous parler de, c'est toi qui commences. Oui, c'est moi. Et tu parles de Visite. Voilà. Alors juste, faut pas être timide. En levant la main, qui est angoissé par la crise climatique aujourd'hui ? Ah oui, quand même. Si personne ne levait la main, Naï avait prévu quand même une réponse. Hein, Eh ben, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Dans Visite, le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, l'humanité a réussi à échapper de justesse à la catastrophe en contenant la crise climatique et ses conséquences, guerre et autres joyeusetés. Comment elle s'y est prise ? Tout d'abord en concentrant la population dans des espaces donnés afin de permettre à la nature de reprendre ses droits. Ensuite, en abolissant la société de consommation et par la mise en place de politiques de décroissance. On est dans un monde, dans ce roman, où Internet a quasiment disparu. Je dis bien quasiment. On est dans de la low-tech, on est à fond sur le recyclage. Et puis surtout, les institutions, mais aussi les citoyens, ont mis en place des rapports de solidarité qui sont passés par l'aplanissement des rapports de domination qui structuraient leur société, puisque prendre soin du vivant, c'est aussi prendre soin des gens, et ce, jusque dans le langage. Donc, cette société a un équilibre très précaire, comme tout équilibre. La menace climatique est toujours présente, il fait 50 degrés Celsius l'été dehors, bon, c'est pas hyper jojo, mais elle arrive à se maintenir jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui vienne bouleverser cet équilibre déjà précaire. En fait, cette société va être bouleversée par l'apparition d'une nouvelle planète dans le système solaire, qui sera le fil conducteur en fait, d'une tension qui va monter progressivement tout le roman jusqu'au final. En fait, la seule présence de cette planète, elle rend malades les gens, au sens propre ou au sens figuré, on ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est la planète qui interagit sur le plan de la Terre, ou bien si c'est le fait que son existence même remette en question tous les fondements de l'humanité, à savoir la science, la religion, la philosophie. On est dans un roman avec une multitude de personnages, on peut parler de roman choral, moi je préfère dire fiction panier, vous savez peut-être déjà ce que c'est. La fiction panier, c'est un concept qui est théorisé par Ursula Le Guin, excellente autrice de science-fiction. Ursula Le Guin part d'un postulat, elle dit dans notre civilisation, on a deux catégories, on a les chasseurs et les cueilleurs. Les chasseurs, c'est ceux qui vont à la chasse aux mammouths. Du coup, wow, c'est impressionnant, un mammouth c'est gros. Et du coup, on retient qu'eux. Alors que finalement, ceux qui nourrissent la société, dans la préhistoire, c'est surtout les cueilleurs, dont on ne parle jamais. Donc ce n'est pas un roman qui va s'intéresser aux grandes individualités, c'est un roman qui va s'intéresser aux multitudes de petites mains et qui du coup sort des imaginaires de conquête, de domination, d'individualisme, du capitalisme en fait, tout simplement, pour penser collectif. Donc on suit une multitude de personnages, ceux qui le liront auront chacun leur préféré. Moi mon préféré, c'est pas le plus sympathique, parce que j'aime bien les personnages pas sympathiques, c'est une espèce de gouverneur qui est influencé en fait par cette planète qui arrive, comme tout le monde, qui est complètement bouleversée, mais qui doit composer avec des enjeux qui le dépassent, c'est-à-dire la mission spatiale qui est envoyée là-bas,
qui a beaucoup d'angoisse parce qu'il ne sait pas si on envoie des gens là-bas, est-ce qu'on va faire la même chose que sur Terre et défoncer le climat encore plus alors qu'on est en train déjà de le défoncer sur Terre. Il ne sait pas, il a peur et en même temps il doit composer avec sa vie de famille qui n'est pas évidente non plus. Bref, il est soumis à des enjeux qui le dépassent complètement et c'est ce qui, moi, fait qu'il m'intéresse énormément. Peut-être que je pourrais dire quelque chose. Nous, à la Volte, on aime beaucoup les imaginaires de contre-dystopie. On n'aime pas les romans où tout est noir. On aime les imaginaires de combat, parce que c'est ceux qui sont le plus inspirants. Comment dire ? Je pense qu'à force de consommer de la fiction, on nous dit que quand on va avoir l'apocalypse, les gens vont commencer à s'entretuer. Ça forge quand même les imaginaires. Ça nous pousse dans nos retranchements individualistes, alors que finalement, on se rend compte que quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre, les gens ne s'entretuent pas, ils sont plutôt dans la solidarité, ils font très peu piller leurs voisins, les boutiques et ce genre de choses. On a une autrice qui partage cette vision, qui s'appelle Dicam, qui a beaucoup écrit sur l'utopie, elle a écrit sur les fictions solidaires, elle a écrit un petit roman dans notre collection Utopia, qui est une collection d'utopie qui s'appelle Résolution, que certains ont déjà peut-être travaillé par le passé. Et puis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup explorer de nouveaux systèmes, justement pour contrer la dystopie. Et là, je reviens à la question de la langue. J'en parle tout à la fin parce que ce n'est pas le nerf de la guerre, mais c'est un roman qui est écrit dans une langue propre à l'autrice. On pourrait parler d'écriture inclusive, sauf qu'elle a refondu la grammaire, dans le sens où... pour elle, en fait, si on veut imaginer une utopie, on doit passer par l'aplanissement de tous les rapports de domination et la langue est extrêmement politique et du coup nécessite une refonte à elle seule. C'est un peu perturbant quand on le lit au début, mais ce n'est pas le sujet. Et puis, finalement, je sais que c'est un livre qui va plaire au public de la science-fiction, ça c'est certain, mais je pense que ça va intéresser aussi les gens qui s'intéressent aux marges, à combattre les rapports de domination, à l'écologie, et puis on reste à la Volte, donc à l'innovation langagière et à la contre-dystopie. J'ai rien à rajouter. Hein. Oui, vous avez un extrait, donc ça peut, c'est pas une faute d'impression ou voilà, vous avez un extrait de cette langue, donc au début. Peut-être que ça choque un peu. Il y a tout un système. Bon, on est encore en train de travailler le texte, mais bon, c'est hyper intéressant parce que chaque question entraîne d'autres questions derrière pour éviter cette question de ce sujet de rendre favorable des rapports de domination, donc plutôt pour essayer d'avoir quelque chose d'égalitaire. Voilà. Et donc peut-être que ça fera du bruit de ce côté-là et pourquoi pas, mais je trouverais ça plus... Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt l'histoire et les enjeux, mais ça va avec le langage. Et donc, parlons maintenant de Léo Henry, pour lesquels nous travaillons d'arrache-pied. Je dirais pas qu'on souffre, on s'amuse beaucoup, mais j'ai vu certains que j'ai croisés au déjeuner qui m'ont dit « Oh là là, 1000 pages !» Oui, alors peut-être que 912... Il faut que ça fasse des cahiers, il faut connaître les multiples, tout ça. Bon, et effectivement, c'est un défi, c'est une folie. Voilà, c'est une folie au sens où on va avoir un livre-objet, un livre qui regroupe 120 textes, 120 nouvelles, d'où ce titre que nous avons trouvé après bien des mois de recherche. Vraiment, hein. Il voulait appeler ça « Nouvelles par email ». Donc nous, on n'était pas fans parce que Léo, il s'est imposé une contrainte, il adore s'imposer des contraintes, il s'est imposé une contrainte pendant 10 ans, il a envoyé par email à ceux qui étaient abonnés, on ne pouvait pas trouver sur le site ou nulle part ailleurs, il envoyait chaque mois une nouvelle. Et certaines nouvelles étaient très longues, d'autres étaient des recettes de cocktails, d'autres étaient... il y a eu du son, des fois il y a une vidéo, il y a un fil. Un fil. Un ruban. Ah oui, il y a un ruban, oui c'est ça. Donc, comment on fait pour en fabriquer un livre? Donc on est encore sur cette question. On travaille beaucoup ensemble, on a l'habitude, avec Laure Afchin qui s'occupe de la maquette. Et donc, on a plein de propositions de circulation, de comment on retrouve des univers, comment on grappille, parce qu'évidemment, ça, je ne crois pas qu'on puisse le lire d'une traite. Bon. Et donc, ça sera découpé par chronologie, tout simplement, mais avec des effets de circulation, des rappels d'univers et des petits signes kabbalistiques, éventuellement. On est sur le projet d'une affiche, on est sur
un objet de fou. Je ne vais pas vous raconter les histoires. On a dénombré 40 univers différents, certains des livres qu'il a déjà écrits, que ce soit sur Hildegarde de Bingen ou pour ceux qui suivent dans ces nouvelles dans Dystopia, Point du jour. Et on a des recettes de cocktails, comme je disais. On a publié, nous, son premier roman qui s'appelle Rouge Gueule de Bois, il y a quelques années, je ne sais plus quand. Et à la fin, il y a des recettes de cocktails. Voilà, il voulait ça parce que c'était pratique pour lui ensuite d'avoir ses recettes dans un même livre. Mais le reste est intéressant à lire quand même. Donc une folie. Comment on va faire ça? Comment on va vendre ça? On termine la mise en page et la couverture. Néanmoins, il commence à être repéré dans un rayon ou dans un autre, à savoir les livres de chez Dystopia en SF, certains des nôtres. Récemment, enfin, nous, il y a eu Hildegarde, et Hildegarde, j'étais très heureux, et c'était grâce à vous, ou certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Hildegarde, le roman qui vient de sortir en folio, s'est très bien vendu en rayon littérature. Et donc, il y a à la fois du Hildegarde, du Borges, peut-être un peu de SF, de la recette de cocktail, un peu tout ça. Et cette année, donc, c'est l'année Léon Henry. C'est un hasard de calendrier, puisqu'il y a Hector qui est sorti en janvier ou février chez Rivage. Ça, c'est sa folie argentine, où il est allé habiter en Argentine, et il y est retourné là pour écrire Hector. Toujours cette fascination pour Borges, mais pas que. Et là, 1000 saisons en fantaisie qui sort en juin au Bélial, avec plusieurs tomes. Au rendez-vous, encore une folie, qu'il est en train d'écrire en ce moment au fur et à mesure, et donc en septembre, 120. À qui ça s'adresse? Eh ben, c'est à vous de voir, mais on est au-delà des gens, des quelques personnes qui suivent Léon Henry. On pense qu'effectivement, le côté folie littéraire avec un objet qui va avec peut séduire, voire oui, les amateurs de fou littéraire ou limite oulipiens. Même si la contrainte, elle est la contrainte de conditions d'écriture et pas nécessairement de l'écriture elle-même dans les textes. Et puis, bon, il y a aussi des amateurs de SF qui peuvent venir dans l'autre rayon. On aura des textes, en tout cas, on a déjà des nouvelles mises en page. Peut-être qu'elle changera un peu, mais quand même. Donc n'hésitez pas à nous demander. Et puis, on a une conclusion. Oui, on n'a pas de livres dans les sacs. Parce qu'on est très fort pour sortir nos SP à temps. Ils sont trop lourds, les sacs. Et puis les sacs sont trop lourds. Du coup, j'ai une petite fiche. N'hésitez pas à venir m'adresser vos demandes de SP. On vous les enverra dès qu'on les aura. Nous vous remercions.